Au moins 17 000 morts et plus de 50 000 blessés parmi la population. C'est le bilan des frappes russes en Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022, selon les Nations Unies. Le mois de juillet 2026 a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine avec au moins 437 morts. Car si la défense ukrainienne parvient à intercepter presque tous les drones et les bombes planantes dans les zones urbaines, elle est impuissante devant certains missiles balistiques et de croisière. L'alerte retentit, on n'a même pas le temps de regarder son téléphone et la cible est déjà frappée. L'Ukraine manque cruellement de missiles anti-aériens patriotes, les plus efficaces. Elle a les systèmes mais pas les munitions. Le président Volodymyr Zelensky implore ses alliés et surtout les Américains qui les fabriquent de lui en fournir. Nous avons besoin de missiles patriotes, quelque chose que seuls nos partenaires peuvent fournir. Si demain les États-Unis choisissaient, 5% du stock américain de Patriot permettait de protéger l'Ukraine de maintenant jusqu'à la fin de l'hiver. Donc on a les stocks. C'est un choix politique de ne pas aider les Ukrainiens. Ces offensives massives russes sont la réponse aux frappes ukrainiennes de longue portée qui visent en particulier les raffineries à des milliers de kilomètres de distance et même près de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Les Russes subissent des attentes interminables pour obtenir de l'essence. Les entrepôts de Wildberries, l'Amazone de la Russie, sont systématiquement bombardés. L'économie russe est durement affectée. Ce sont de véritables exploits technologiques et stratégiques qui compensent la faiblesse ukrainienne en effectifs militaires face aux géants russes. Mais ces exploits sont-ils suffisants pour affaiblir Vladimir Poutine? Malgré tout, Poutine a un appui qui est stable. Oui, tout à fait. À 74%, ça démontre sa faiblesse, mais ça ne suffit pas, selon moi, de faire changer son avis. Au contraire, ce qu'on a vu, le résultat des frappes, ce sont des frappes symétriques ou même asymétriques sur le territoire ukrainien. Sur la ligne de front, les Russes avancent à peine et au prix de lourdes pertes. 40 000 soldats par mois dernièrement que Poutine a du mal à remplacer. À moins d'une conscription que les Russes auraient du mal à accepter, on parle du recours à 40 000 nouveaux soldats nord-coréens. C'est assez judicieux de la part de Poutine d'envoyer des Nord-Coréens au front pour éviter justement une nouvelle mobilisation. Mais une mobilisation partielle, ce n'est pas exclu, parce qu'il faut compenser les pertes, effectivement. On estime à 2000 les soldats nord-coréens tués sur le front de Koursk en 2025. En échange, la Corée du Nord reçoit de la Russie une aide financière, des technologies militaires, ainsi que de la nourriture et des ressources énergétiques. Les succès militaires de l'Ukraine sont assombris par des polémiques internes. Le ministre de la Défense limogé, Mikhailo Fedorov, dénonce la corruption au gouvernement et réclame des élections, même en temps de guerre. Un certain mécontentement gagne la population ukrainienne. Personne ne s'attend à une fin de guerre prochaine, au contraire. On a ce qu'on appelle un stalemate, une impasse. Une impasse absolument sanglante qui ne bouge ni d'un côté ni de l'autre. Aucune des parties n'est prête à céder quoi que ce soit, n'est prête à négocier. Et ça risque d'être encore plus sanglant. Les militaires, ça va. Franchement, quand on en parle aux militaires, ils disent « nous, on est bien là ». Ça n'a jamais été aussi bien. Enfin, c'est difficile, hein. Mais par rapport à ce que subissent les Russes qui n'arrivent pas à progresser, etc., nous, on est bien, on tient le terrain, nos défenses sont solides, on a la domination dans les drones. Mais pour la défense de la population civile, là, la population civile est vraiment fatiguée, quoi. C'est vraiment là qu'il y a la souffrance maintenant. Aucune négociation n'est en vue. Le seul contact civilisé encore existant entre les deux belligérants est l'échange de prisonniers.